là ce soir, d'avoir bien rempli cette salle. Je pense que c'est un moment important et merci surtout à ma présidente de m'avoir demandé de commencer la saison de l'œil cette année. Et merci à mon lecteur, Claude, qui vous lira quelques textes que nous avons choisis ensemble et dont j'espère qu'ils vous feront plaisir. Il y a eu quelques voix, quelques mails, quelques messages me demandant de ne pas faire cette conférence. Compte tenu des circonstances actuelles, des voix, certaines autorisées, certaines non. Et je vous avoue très sincèrement que comme pour la manif d'hier, nous avons décidé de rester complètement insérés dans la société, dans la vie et dans la vie culturelle. Pour des raisons extrêmement simples, non pas pour des raisons uniquement de résilience, mais pour témoigner de tout à fait autre chose. Vous connaissez pour beaucoup d'entre vous ce philosophe qui s'appelle Thomas Adorno, vous savez, en fait il s'appelait Wiesengrund, et il a pris le nom de sa mère qui était une cantatrice italienne. Pardon ? Un peu plus fort. Un peu plus fort. Et Adorno a vécu de façon extrêmement tragique la persécution des Juifs pendant la guerre, philosophe, musicologue, spécialiste de Husserl. Il a vécu ça comme un désastre intellectuel et familial, bien évidemment. Et après la guerre, il a repris bien sûr ses recherches et son travail à Francfort. Et il a beaucoup travaillé sur le problème de l'art et de la barbarie. Et il a posé la question dans un de ses travaux. Salut, les jeunes. J'espère que vous allez trouver une base. Et il a posé cette question dans les travaux. Peut-on écrire de la poésie après Auschwitz ? Et il a dit exactement, écrire de la poésie après Auschwitz, est-ce de la barbarie, tout simplement? Et très très vite, bien évidemment, la réponse a été non. Cette réponse a été apportée par quelqu'un que vous connaissez bien, qu'un grand poète qui s'appelle Paul Celan, et qui lui a dit c'est justement à cause d'Auschwitz qu'il faut écrire de la poésie. Et je me mets dans cette même démarche, bien évidemment. C'est justement à cause des événements qu'il faut que tous ensemble, on parle de littérature, on porte la littérature, on porte les écrivains anciens et nouveaux, face à cette menace allez-y, installez-vous, face à ce qui nous menace totalement. Et ce n'est pas uniquement encore une fois, de la résilience, c'est tout simplement pour que ce dépassement de l'événement, ce dépassement, j'allais dire même de l'émotion, par la réflexion et par la pensée, et en contextualisant un peu les événements, va nous permettre peut-être à tous ici de dépasser notre propre douleur, nos propres enracinements, nos propres familles, bien évidemment intellectuelles ou familiales, pour essayer de penser l'avenir, parce qu'on ne voit personne actuellement qui pense à l'après, et nous devons ensemble penser l'après. Et je voudrais insérer ce propos de ce soir, ce propos un peu original sur les mères d'écrivains célèbres, en le replaçant dans les événements, en disant comment c'est important actuellement que nous parlions de littérature. Ça n'a rien de futile. C'est au contraire extrêmement militant que tous ici, nous portions les expressions de l'art, que ce soit l'art plastique, la danse, la musique, en avant face justement à des événements épouvantables et à la barbarie. Et en plus, bien évidemment, ça représente un lien. Je vois ici beaucoup de gens que j'ai vus à la manif hier, et je les en remercie encore, ça fait chaud au cœur, comme ça fait chaud au cœur de vous voir ce soir venir avec moi célébrer la littérature. Voilà, c'est un propos un peu sombre, un peu sérieux, mais je voulais vous dire avant de parler de littérature ce que j'avais un peu sur le cœur, en vous disant pourquoi j'étais là ce soir. Alors ce soir, moi je ne souhaite pas vous resservir là, le plat 100 fois réchauffé de la mère possessive, accaparante et castratrice, même et surtout, si c'est un classique, de l'humour juif, et pas seulement, bien évidemment, pas seulement de l'humour juif, à travers l'évocation de Jeanne Weil, la mère de Proust, grande bourgeoise, à l'éducation raffinée, pragmatique, patiente et sérieuse, épistolière pleine de verve et de malice, un esprit caustique et racé, à travers celle de Mina Ovchinska,
Katchev, Ovskinski pour l'état civil français, parce que vous savez que dans les pays slaves, les noms ont un genre. Hein. Moi, ma maman s'appelait Godinger, en fait on l'appelait Godingerova, bien sûr. Donc à travers Ovchinka, Katchev, Minimna, instable, menteuse, pathétique et théâtrale, rusée et mythomane, c'est la maman de Romain Gary, Louve défendant son petit, et enfin l'évocation de Louise Judith Ferraud, la maman d'Albert Cohen, si différente, effacée et modeste, mais d'une bonté infinie. Je souhaite m'écarter de la facilité des caricatures, car aucune de ces femmes n'a présenté délibérément et volontairement cette outrance ou cette surprotection hystérique possessive évoquée si largement au cinéma et en littérature. Donc nous resterons donc dans le domaine, la tonalité du sérieux, et parfois même le registre de la tragédie, comme cette fameuse lettre que j'ai citée l'an dernier dans ma conférence sur les écrivains ukrainiens, cette fameuse lettre de Katia Grossman, au centre de ce livre majeur qui est Vie et Destin, adressé à son fils Vassili Grossman, qu'il gardera toute sa vie dans sa poche, lettre d'une tendresse et d'un renoncement infini, qui se termine par vie, vitia, vie. Dans le cas de Jeanne Proust, la relation fusionnelle qui est imposée par Marcel était pour elle beaucoup plus une complicité bienveillante et une attention angoissée qui n'excluait ni rancune, ni coup bas, ni règlement de compte. Il y a un exemple qui est très très précis, c'est la fameuse scène que les Enthoven mettent dans leur très très beau dictionnaire amoureux de Marcel Proust à la catégorie mariage. Pourquoi mariage? Marcel rencontre au bois une demi-mondaine. Il la voit, il la revoit plusieurs fois. Et un jour, il décide de lui rendre visite dans toutes ses élégances, comme il dit dans sa lettre à sa mère. Donc il demande à sa mère de lui acheter des gants beurre frais et une cravate toute neuve. Et quand il se prépare à rencontrer cette demi-mondaine, eh bien sa mère lui achète une cravate toute neuve, mais des gants gris. Et Marcel se met dans une colère folle, un caprice, et Marcel casse un vase chinois, une coupe chinoise, que sa mère adorait. Et sa mère, extrêmement placide, se moque de lui en lui disant « Écoute Marcel, ce que tu viens de faire, c'est comme dans les mariages juifs, quand on écrase un verre avec sa main, décidément maintenant, nous sommes liés à jamais. » Marcel, foudrage, va dans sa chambre, se met à pleurer, tempête bien évidemment, et va quand même voir la demi-mondaine. Et arrivant chez la demi-mondaine, qu'est-ce qu'il trouve? Les huissiers qui déménagent les meubles, parce qu'en fin de compte, cette femme cherchait désespérément quelqu'un pour financer ses dépenses folles. Voilà un exemple typique de cette relation où, sans arrêt, donc, Jeanne va essayer quand même de ramener ce fils épouvantable à la raison. Aucune autre femme, cependant, n'a pris sa place dans la vie de son fils. À la fameuse questionnaire des 16 ans, quel serait pour vous le plus grand malheur? La réponse donnée par Marcel Proust sera être séparé de maman. Et la correspondance, comme toute l'œuvre, montre que Jeanne ne cessa jamais de raisonner son fils, de calmer sa nervosité, de tenter l'impossible mise à distance, comme d'ailleurs de l'inviter à plus de constance et moins de pusillanimité dans son boulot d'écrivain. Donc du côté de ses fans, souvenez-vous, Proust écrit « Ma mère et ma grand-mère m'aimaient assez pour ne pas consentir à m'épargner la souffrance afin de diminuer ma sensibilité nerveuse et de fortifier ma volonté. » Bon, vous devinez bien que l'échec éducatif est prévisible dès l'enfance. Et la scène du baiser du soir en est tout à fait évocatrice. Claude, s'il te plaît. Le baiser du soir, c'est l'ouverture absolue. Marcel, dont le nom du soir est Petit Loup, implore le baiser de maman. Elle est au salon avec les invités, n'ose pas les quitter, puis les quitte tout de même pour aller câliner son chéri, sous les yeux d'un père tonitruant et distant qui, caressant sa paternelle moustache, se moque affectueusement d'un fils si nerveux, et de cette réponse qui ne l'est pas moins. Donc, le baiser.
précédée d'une lettre transmise par Françoise et qui reste sans réponse. Enfin, maman est là, qui s'assoit au bord du lit et console, endort le nerveux. Une lecture ? Ce sera François le Champy, cela va de soi, puisque c'est une histoire d'inceste bien campagnard, et puisque dans ce roman de George Sand, la maman se nomme Madeleine et finit par épouser son fils adoptif. Petit Loup est content, maman aussi. Chaque acteur du drame, je l'ai perdu, a sa feuille de route, avec ses répliques et son destin. Petit Loup ne le sait pas encore, mais il n'est pas encore né. Certes, il est biologiquement né, il a été classiquement expulsé du ventre maternel, mais est-ce suffisant pour naître véritablement en tant que sujet autonome? Il faut un surcroît de naissance, disons une naissance symbolique. Et celle-ci ne s'obtient qu'au prix d'un abandon, d'un manque, d'une douleur. Il faudrait, par exemple, que maman dise à Petit Loup « Je t'aime, mon chéri, mais j'aime aussi le monsieur qui a une moustache, qu'on appelle papa, qui me protège et me fait jouir de temps à autre. » Si maman avait dit cela, Petit Loup, si nerveux, aurait pleuré. Il se serait senti abandonné. Maman l'aurait enfin déçu, elle aurait accompli son travail de maman. Parfois, on fait de très beaux cadeaux à ceux auxquels on refuse ce qu'ils demandent. Maman, pourquoi ne se résigne-t-elle pas à décevoir son fils, à lui donner un petit cours d'abandon et de déception? Elle est son rôle pourtant, mais elle n'y arrive pas. Par amour? C'est vite dit. Parions plutôt qu'elle ne le dit pas parce que des deux rôles que le destin lui impose, épouse ou mère, elle préfère désormais le second. Son mari, peut-être, la trompe déjà? En fait, oui, puisqu'il a une maîtresse. Son mariage, comme il se doit, n'a pas tenu toutes ses promesses. Mieux vaut, se dit-elle, choisir le rôle sacrificiel que la maternité lui propose, plutôt que de s'en tenir au rôle d'épouse pour lequel on la délaisse sans doute. Calcul archaïque et spontané, du classique. C'est un très beau texte d'Einthoven, hein, c'est très bien. Alors, l'histoire de ces deux personnages, la mère et le fils, c'est un pas de deux entre séparation et fusion. De la naissance de Marcel à sa propre mort, assez précoce, elle ne cessera d'être inquiète pour lui. L'asthme sévère, à composante largement névrotique, qui commence lorsque Marcel a 9 ans, focalise sur elle l'angoisse de la suffocation. Et c'est tout à fait symbolique du manque d'air de leur relation. Littéralement asphyxiante. De plus, Marcel Proust balbutie, bégaye sa vie d'homme et d'écrivain, si bien qu'il faut la mort précoce de Jeanne pour qu'il devienne vraiment l'écrivain qu'elle attendait, et que la littérature devienne sa raison de vivre et son métier. En 1906, en deuil de sa mère, il dit à son ami Lucien Daudet qu'il, je cite, qu'il écrit quelque chose que j'ai commencé et qui n'est rien que sur elle. Alors les origines de Jeanne Weil, et qui éclairent quand même beaucoup la nature assez bancale de ce couple. Cette famille judéo-alsacienne, extrêmement aisée, elle n'est absolument pas pratiquante sur le plan religieux. Hein. Son père Nathée, son oncle Lazare sont des républicains convaincus, comme le grand-oncle qui s'appelle Adolphe Crémieux, que vous connaissez. Marcel adore cependant sa grand-mère Adèle et ne manque jamais de l'accompagner au cimetière pour poser, selon la coutume, un petit caillou sur les tombes. Les parents d'Adrien Proust, vous savez que les parents d'Adrien Proust sont des épiciers catholiques absolument fauchés, n'ont pas du tout apprécié, ils seront par la suite complètement anti-Dreyfusards, bien évidemment, ce que vous prévoyez, n'ont pas du tout apprécié le mariage avec Jeanne Weil, même si le baptême des deux garçons est accepté par Jeanne, qui, elle, ne se convertira jamais. Ça vous rappelle quelque chose. Ça devrait vous rappeler, pour les étudiants qui sont là en littérature, ça devrait vous rappeler une autre personne
qui s'appelle Antoinette de Lopez de Villanueva, qui elle non plus s'est jamais convertie. C'est la mère de Montaigne, hein, qui ne s'est jamais convertie au christianisme. Adrien Proust, le père, est doublement absent, d'abord pour sa carrière de médecin et de chercheur en hygiène, et pour ses maîtresses, hein, voulant faire bien sûr une très très belle carrière bourgeoise. Lui, il a épousé une dot, le 21 août 1870. Et je vous donne le paquet, le trousseau, 8 000 francs or, c'est-à-dire 20 000 euros. La dot, 200 000 francs or, 450 000 euros. Et Jeanne est la seule héritière de sa tante Émilie Oppenheim, qui est une veuve absolument richissime. Le frère de Marcel, Robert, ressemble à son père et devient chirurgien à son tour, avec quelques soucis pour passer le bac, je vous en parlerai tout à l'heure, mais est un frère aimant et attentif et un fils dévoué. Très au fait des préférences sexuelles de son fils, Jeanne intervient très souvent pour le protéger des risques encourus, en souhaitant par exemple que sa relation avec Reynaldo Hahn et Lucien Daudet par la suite, parce qu'elle va les entretenir en cachette de son fils, apaise et stabilise Marcel Proust. Donc intelligente, cultivée, fine musicienne, dotée d'une très jolie plume et d'un jugement très très sûr, elle écrit des notes de lecture, elle écrit des recueils de citations, des comptes rendus de sorties au théâtre, et les communique d'ailleurs à Marcel, ils échangent par courrier là-dessus, et pour Marcel, elle traduit John Ruskin, et enfin, en l'absence d'Adrien, lui procure surtout une famille maternelle extrêmement attachante, car Marcel adore sa grand-mère, adore sa famille maternelle. Comme le dit l'homme qui a préparé ce bouquin, Luc Fraisse, dans son édition des souvenirs de lecture de Jeanne, on ne peut les ouvrir, dit-il, sans ressentir le bruissement d'une espérance, celle de retrouver le Proust que nous connaissons et que nous lisons. Par exemple, quelques notes de Jeanne. Entre quelques femmes du vrai monde et les femmes du demi-monde, il n'y a guère d'autre différence que celle qui se laisse voir entre un artiste et un amateur. J'aime mieux une intolérance rouillée qu'une charité aiguisée de frais. Le cerveau de M. Renan ressemble à une cathédrale désaffectée. Il ne faut jamais mettre un doigt dans les affaires de l'Église, on ne l'en retire plus, il y reste. Saluez, messieurs, mais ne regardez pas. Ça, c'est un mot de Ingres devant ses élèves au Louvre, devant Rubens. Voilà quelques notes. Voilà. La dernière note de Jeanne est une citation de son amie Anna de Noailles. « L'être que nous aimons est mort. Ce sont des mots simples et ordinaires, mais qui font dans l'oreille un bruit qui ne s'arrêtera jamais. » Donc cette voix singulière de Jeanne Weil et sa culture, sa correspondance feront sans doute aux oreilles de Marcel Proust ce fameux bruit qui ne s'arrêtera jamais. Mina, la maman de Romain Gary, elle n'était pas française, mais, comment dirais-je, elle a vécu toute sa vie un rêve de France. Et très fière, Romain Gary disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Ce qui nous renvoie à une phrase que vous connaissez sans doute, de cet extraordinaire historien et martyr qui s'appelle Marc Bloch, que vous avez tous lu dans la fameuse livre « L'étrange défaite ». La France demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais jamais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait bien son passé, je ne respire que sous son ciel et me suis efforcé de la défendre au mieux. C'est une phrase que chacun de nous peut revendiquer de façon très forte. Et voilà donc, c'est tout à fait l'esprit de Romain Gary. Pourquoi je dis ça? Parce que de sa mère, Romain Gary disait qu'elle était le plus grand général de Gaulle qu'il ait jamais connu. Compagnon de la Libération, titulaire de 2 prix Goncourt, il a vécu 1000 vies et il est mort plusieurs fois. Il est né en 1914 à Vilnius, en Lituanie,
Son père s'appelle Léon Katchev. Il est fourreur. Et sa mère, c'est Mina Ovchinska, qui travaille d'abord avec son mari à la fourrure, puis devient modiste et fait des chapeaux. Vous savez que assez vite, après la guerre de 14, la Russie soviétique va envahir les pays baltes, et une partie de la population juive est déportée en Sibérie. Donc ils sont déportés en Russie, la famille, le petit est déjà né, le couple se sépare à ce moment-là, et Mina se remarie, elle devient actrice, et elle va travailler avec quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Mozoukine, qui est un immense acteur russe. D'ailleurs, cette grande mythomane et menteuse de Mina va le présenter comme le père de Romain, qui a déjà quand même, à cette époque-là, 7 ou 8 ans. Celui-ci, d'ailleurs, assumant cette espèce de paternité un peu loufoque, va se définir comme nomade mongol, bâtard juif russe, matinée de tatar. Bon, le rêve de France de Mina l'amène à Menton, le 23 août 1928, où elle rejoint son frère, qui s'appelle Elias, et qui est le père de Paul Pavlovitch, qui va intervenir, vous l'avez vu, dans toutes les mystifications de Gary. Paul, comme le fameux Émile Ajar, va intervenir, et il va être lui aussi, on va lui attribuer une partie des bouquins de Romain Gary. Mina, à Menton, elle vend des objets de luxe, très souvent frelatés, elle fraude sur leur origine, elle vend des chapeaux, soi-disant des grands couturiers parisiens, elle ment allègrement pour gagner sa vie, puis elle gère des biens immobiliers et devient directrice d'un hôtel. Roman, qui n'est pas encore romain, il étudie laborieusement au lycée Masséna et fait une licence de droit en tant qu'étudiant médiocre, étudiant dissipé, étudiant fêtard. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est exactement le parcours de formation de Malraux. Malraux a fait exactement la même chose. Il a fait de très mauvaises études et s'est précipité pour vendre des livres, souvent un peu de façon très trafiquée et très frauduleuse. Donc, étudiant médiocre, dissipé, il devient français en 1935, il intègre l'armée de l'air au moment en 1938-39, il fait l'école d'officier, échoue à l'examen d'officier, bien évidemment, sa mère prétendra que c'est parce qu'il est juif qu'il a... Bon, Romain s'en fout, il rejoint De Gaulle au combat et se conduit de façon héroïque, bien évidemment. Mina, elle va mourir seule le 16 février 1941, et Roman ne l'apprendra qu'en 1944 et s'en sentira coupable, d'autant qu'elle a rédigé à l'avance les fameuses lettres qui permettent à son fils d'espérer la revoir. Investie complètement dans l'éducation chaotique de son fils, elle marque cette éducation d'anecdotes qu'il va rapporter dans la promesse de l'aube, qui sont absolument époustouflantes, étonnantes, assez comiques. Il y a l'histoire des gifles, par exemple. Un abominable usurier prêtait de l'argent à sa mère avec un intérêt colossal de 10% par mois pour acheter une voiture. Hubrov se moque d'elle devant lui en disant qu'elle a chanté dans les Beuglands et qu'au fond ce n'est jamais qu'une prostituée. Et Roman lui assène une paire de gifles. Sa mère est émerveillée. Admirable son fils, absolument admirable. Ce qui fait que par la suite, pendant l'année qui suit, chaque fois que quelqu'un lui déplaît dans la rue, elle envoie son fils gifler ce personnage. Et Gary écrit dans la presse de l'Aube, je suis persuadé que dans 9 cas sur 10, c'était absolument pas justifié. Donc il passe dans le quartier comme le garçon gifleur. Il y a une autre anecdote qui est tout à fait étonnante, mais alors qui est plus douloureuse, c'est l'histoire du beefsteak. Comme elle voulait que son gamin soit beau, fort et séduisant, elle voulait qu'il mange un beefsteak tous les jours. Et elle refusait de manger de la viande en disant c'est pas bon pour ma santé, ça me fait du mal. Et un jour, Roman, qui a fini son beefsteak, va dans la cuisine et voit sa mère en train de torcher la poêle avec du pain. Et là, il comprend. Et il fait une crise abominable, puisqu'il se sauve dans les terrains vagues, et qui pense à mourir, bien évidemment. Il pense, et très vite, il va penser à venger sa mère de la société qui l'affame. Et c'est un épisode assez étonnant, mais qui va marquer l'histoire et l'écriture, bien sûr, du futur Romain Gary. Alors,
Qu'est-ce qu'elle voit dans son fils? Elle est complètement délirante, elle le met au violon, elle le voit déjà un nouveau virtuose, il est complètement nul, bien évidemment, et très vite, elle le met à la danse, et elle lui dit, tu seras le nouveau Nijinsky, et naturellement, ça ne marche pas du tout, il ne sera pas du tout Nijinsky. Il commence à écrire un peu, écrire un peu de théâtre, il lui dit, ah, tu es le nouveau Gabriele d'Annunzio, et ça ne marchera plus. Et elle lui dit quand même à cette époque-là, si tu n'es pas violoniste virtuose, tu seras au moins ambassadeur. Et il y a quelques pages désopilantes à propos des cartes postales, parce qu'elle lui fait un panthéon pour qu'il s'identifie à des personnages illustres. Claude. Ma mère choisissait de préférence les cartes postales représentant des parades militaires, avec de beaux officiers à cheval, sabre clair, passant la revue. Celles des ambassadeurs illustres en uniforme de gala. Celles des grandes personnalités féminines de l'époque. Cléo de Mérode, Sarah Bernard, Yvette Gilbert. Je me souviens que devant la carte postale où figurait quelque évêque coiffé de sa mitre et vêtu de violet, elle avait dit avec approbation, ces gens-là s'habillent très bien. Et naturellement, toutes les cartes reproduisant les Français illustres, sauf bien entendu ceux qui, tout en ayant accédé à la gloire posthume, n'avaient pas entièrement réussi de leur vivant. C'est ainsi que la carte postale représentant l'Aiglon, après avoir trouvé je ne sais comment le chemin de l'album, en fut promptement enlevé avec cette simple réflexion qu'il était tuberculeux. Je ne sais si ma mère craignait ainsi la contagion, ou si le sort du roi de Rome ne lui paraissait pas un exemple à suivre. Les peintres géniaux, mais ayant connu la misère, les poètes maudits, Baudelaire en particulier, les musiciens au destin tragique étaient soigneusement bannis de la collection, car selon l'expression anglaise connue, ma mère would stand no nonsense. Le succès était quelque chose qui devait vous arriver de votre vivant. La carte postale qu'elle rapportait le plus souvent à la maison, que je trouvais toujours partout, était celle de Victor Hugo. Elle admettait bien, malgré tout, que Pouchkine fut un aussi grand poète, mais Pouchkine avait été tué dans un duel à 36 ans, tandis que Victor Hugo avait vécu très vieux et honoré. Partout où j'allais dans l'appartement, il y avait toujours la tête de Victor Hugo qui me contemplait. Et quand je dis partout, je l'entends littéralement. Le grand homme était toujours là, quel que fût l'endroit, posant sur mes efforts un regard grave, habitué pourtant à d'autres horizons. De notre petit panthéon de cartes jaunies, elle avait catégoriquement rejeté Mozart. Il est mort jeune. Baudelaire, tu comprendras plus tard pourquoi. Berlioz, Bizet, Chopin, ils étaient malchanceux. Mais, chose étrange, et malgré sa crainte affreuse pour moi des maladies, et en particulier de la tuberculose et de la syphilis, Guy de Maupassant paraissait avoir trouvé quelque excuse à ses yeux et fut admis dans l'album, avec un peu de gêne, il est vrai, et après une courte hésitation. Ma mère avait pour lui une tendresse très marquée. J'ai toujours été très heureux que Guy de Maupassant n'eût pas rencontré ma mère avant ma naissance. J'ai parfois le sentiment de l'avoir échappé belle. Ainsi donc, la carte postale représentant le beau Guy en chemise blanche, la moustache bien tournée, bien admise dans ma collection, où elle figurera en bonne place, entre le jeune Bonaparte et Madame Récamier. Lorsque je feuilletais l'album, ma mère se penchait souvent par-dessus mon épaule et posait sa main sur l'image de Maupassant. Elle s'absorbait dans sa contemplation et soupirait un peu. Les femmes l'aimaient beaucoup, disait-elle. Puis elle ajoutait, apparemment hors de propos, avec une nuance de regret, « Mais il vaut peut-être mieux que tu épouses une jeune fille de bonne famille, bien propre. » Merci. Merci, Claude. Voilà. Donc les généalogies inventées qu'elle lui donne, qui sont brouillonnes, qui sont changeantes, expliquent en partie, à mon sens, le goût de
Romain Gary pour les identités multiples et les canulars littéraires. Obsédé par la recherche des racines, il s'invente des pères différents et il devient tour à tour Fusco Sinibaldi, Émile Ajar, Chetan Bogart, Burland, Deville, et en fin de compte se fixe sur Romain Gary, non pas Roman mais Romain. Gary en russe ça veut dire brûle, ce qui brûle. C'est un homme affamé et un séducteur, mais apparemment il est plutôt amoureux d'une image féminine idéale et il poursuit ce rêve inaccompli de la complicité amoureuse. Alors il va se marier, bien sûr, relativement jeune, avec une femme bien plus âgée, donc symboliquement il va épouser sa mère. Elle s'appelle Leslie Blanc, elle a déjà eu pas mal de prix littéraires, elle est déjà mariée mais elle va divorcer pour lui, et ils vont vivre quand même un certain nombre d'années ensemble malgré ses, ses infidélités. Hein. Mais bien évidemment, vous le savez tous, sa compagne mythique sera Jean Seberg, et leur relation sera relativement houleuse, compliquée, mais extrêmement dense, bien évidemment, jusqu'à ce que chacun d'entre eux, qui continue par ailleurs les aventures, se lasse plus ou moins de cette relation. Mais ça les marque tout à fait énormément. Donc ces folies amoureuses lassent de Gaulle, et il doit abandonner de ce fait la carrière diplomatique. Donc cette notion de donjuanisme désespéré, il l'évoque lui-même dans un texte assez étonnant. Il dit « Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. » Au fond, c'est typiquement la définition du donjuanisme. De Villeneuve à la rue du Bac, à Paris, il se veut libre et aventurier, et ce faisant, il désarçonne toute critique par des changements de pied, changements de style, comme de nom, mystificateur, comédien, passionné. On pourrait dire qu'il adopte comme devise, pour illustrer ses outrances, cette très belle phrase d'Arthur Koestler qui disait « Le juif représente pour moi le cas extrême de l'homme ». Cette espèce de recherche de l'absolu est tout à fait évidente. Donc, hors norme et singulier, on a l'impression qu'il va volontairement dans le mur. Son échec, son suicide, vous venez vous souvenir de ce suicide après la mort de Jean Seberg, il va là essayer de la justifier par la mort de Jean Seberg. Il va envelopper ça d'une espèce de sauce terriblement complotiste. Hein. Vous savez que Jean Seberg a fait une partie de son chemin avec les Black Panthers aux États-Unis. Elle a eu un enfant, c'est une anecdote absolument atroce, que moi je trouve atroce. Il paraît que cet enfant est mort-né, ou mort très peu de temps après la naissance, et qu'elle a fait un cercueil en verre pour que les gens voient qu'il n'était pas noir. Vous voyez, c'est effrayant cette histoire. Ça vous dit la tonalité et le racisme de l'époque dans la société américaine. C'était absolument atroce. Et pendant ce temps-là, donc, Romain Gary était toujours très proche d'elle, très amoureux d'elle. Donc il a été absolument bouleversé. Il va donc accuser les services secrets américains de l'avoir assassiné après le suicide de Jean Seberg. Bon, il est évident que c'est relativement improbable dans la mesure où Jean Seberg avait un peu plus de presque 6 grammes d'alcool par litre de sang quand elle s'est assassinée. Je ne pense pas du tout que ce soit admissible. Enfin, je pense qu'il a choisi cette excuse pour nous quitter. Et à mon sens, cette incapacité à remplir le cahier des charges imposé par sa mère, de la même manière que cette origine extrêmement complexe, va peser sur toute sa vie jusqu'à la fin, cette fin tragique. Son nom ne sera pas gravé en lettres d'or sur le fronton du lycée, comme le souhaitait sa mère, et il ne recevra pas le prix Nobel. On pourrait dire que ses propres stratagèmes l'ont dépossédé de sa vie, et ces différents masques ne lui donnent chaque fois qu'un répit temporaire, l'illusion de pouvoir échapper un jour au piège existentiel de ses identités multiples. L'été 1944, le débarquement avait eu lieu. La guerre était gagnée. Roman était compagnon de la libération. Sa mère n'était plus. Et dans sa dernière lettre à Romain Gary, qu'il reçoit 3 ans après la mort de sa mère, il en a reçu bien d'autres que des personnes lui ont envoyées, sa mère lui disait « J'espère que lorsque tu reviendras à la maison, tu me pardonneras.
Je n'ai pas pu faire autrement. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que tu avais besoin de moi. Il ne faut pas m'en vouloir. Et elle lui dit, je vais bien, je t'attends. Et là, l'aventurière, menteuse et mythomane, atteinte évidemment au sublime. Quelque chose que vous connaissez moins, c'est la vie et la figure de Louise Judith Ferraud. Pour parler de sa mère, Albert Cohen emploie d'emblée le vocabulaire amoureux. Il l'appelle vieille maman, éternelle fiancée. Comme dans le Cantique des Cantiques, souvent évoqué comme inspiration de Belle du Seigneur et du livre de ma mère. Cohen est en permanence dans l'ambiguïté du désir et de l'attraction-répulsion que sa mère lui inspire. C'est la clé de l'histoire d'Ariane et de Solal, Belle du Seigneur, où il dynamite les codes de l'amour courtois et du roman psychologique dans un élan de sensualité, d'émotion, de lyrisme, sur lequel souffle un vent de folie et de poésie. C'est le plus grand roman d'amour de la langue française, c'était le livre de chevet du général de Gaulle, et ce livre fait l'apologie de l'amour-passion et le tourne en même temps en dérision. Apologie et critique du discours amoureux en même temps, il met un point final à toute littérature amoureuse et surtout à tout espoir de rédemption sentimentale. Solal et Ariane, dans Belle du Seigneur, ne meurent pas d'amour, ils meurent d'ennui, tout simplement. Sous la forme de personnages truculents, rabelaisiens, aux aventures picaresques, Cohen s'invente une généalogie extravagante et somptueuse, et ses racines burlesques sont évoquées par ses livres, Solal, Mange au clou, Les Valeureux, mais sous la charge délirante, on devine cette nécessité d'occulter l'origine pour accéder à ce grand monde élégant, monde où il vit, qui génère tous les codes et toutes les habilitations. En fait, c'est l'aveu subliminal de l'échec de l'assimilation à la modernité européenne et au grand monde. La question qui taraude évidemment Albert Cohen, elle est complètement ontologique. À quoi tiennent l'homme, l'amour, la carrière, la réussite? Personne au fond n'est aussi désespéré que Cohen, aussi cynique et aussi jubilatoire. Et tout ceci, bien sûr, en même temps. Et sa mère, donc, et Louise Judith dans tout ça. Alors son histoire, elle est assez rose au départ. En 1896, Élie Ferraud, notaire royal, marie sa fille Louise Judith à Marco Cohen, qui est le fils du président de la communauté juive de l'île de Corfou. Et ce mariage, qui est un mariage arrangé, devient très vite une histoire amoureuse, une union très heureuse. Les familles sont à Corfou parce qu'elles viennent des Juifs d'Espagne expulsés par Isabelle la catholique, comme vous le savez, en 1492. Et à la maison, on parle le vénitien, le français bien évidemment, la langue élégante, mais on parle le vénitien à la maison. Se produit un événement historique, une tragédie que nous connaissons bien. L'île de Corfou est rattachée à la couronne grecque, à l'État grec, et à ce moment-là, les Grecs donnent aux Juifs l'égalité juridique avec les chrétiens et avec les autres religions. Et il se produit à Corfou ce qui s'est produit en Algérie avec le décret Crémieux. Immédiatement, vous avez des pogroms, des massacres, des accusations de crimes rituels, ça devient épouvantable. L'accession des Juifs à une égalité juridique est très mal vécue par leur environnement. Et donc Marco, le père d'Albert, qui a déjà 5 ans, émigre à Marseille et fonde une entreprise de savon et d'huile d'olive. Albert Cohen est très seul, il vit une solitude absolument terrible. Son seul copain à l'école, il s'appelle Marcel Pagnol, et c'est une amitié qui va durer absolument toute leur vie, c'est assez extraordinaire. Donc Albert est très seul entre une maman qui est aimante, qui est dévouée, qui est présente, et un père qui petit à petit devient violent, devient tyrannique. Il y a quelques scènes qui sont racontées dans le livre de ma mère qui sont assez détestables de la part du papa. D'autant que, quittant Corfou
à cause de l'antisémitisme, Albert va le recevoir de plein fouet dans une rue de Marseille, où il est petit garçon, il a 6 ans, 7 ans, et un camelot le traite de sale juif déjà, traite ce petit garçon de sale juif. Donc là, il en prend vraiment plein la gueule, et c'est absolument atroce. Par la suite, il va faire d'excellentes études. Il va ensuite partir étudier à Genève, et rentrer bien sûr à la SDN, faire une carrière diplomatique. Et sa mère, Louise, attend sans arrêt, visite et lettres, impatiemment, tout en dilapidant son héritage, parce que ce garçon mène la grande vie, et une à une, elle va vendre ses quelques pièces d'or, ses pauvres bijoux, pour payer les frasques de son fils qu'elle appelle, je cite, la pauvre féerie de ma vie. C'est son fils, c'est Albert. Albert est diplomate en Suisse, puis à Londres en 1942. En 1943, vous connaissez l'histoire, les Allemands sont rentrés en zone sud. Dans la mesure où il y a beaucoup de résistance à Marseille, ils décident de raser le vieux port, rasent le quartier juif, bien évidemment déportent toute la population à Auschwitz. Le père d'Albert Cohen, Marco, est déporté à Auschwitz, ne reviendra pas. Et sa mère meurt de peur au moment même de l'arrestation, le 10 janvier 1943. Albert n'apprendra sa mort qu'après la libération. Cependant, lorsqu'il évoque sa mère, la caricature grotesque lui vient tout à fait naturellement. Et il décrit, je cite, « une épaisse créature larvaire dont les yeux faux luisent de peur et d'envie ». C'est presque une icône du langage antisémite de l'époque. Donc vous voyez un peu ce que Albert Cohen peut écrire. Mais à d'autres endroits, il va l'idéaliser, il va l'évoquer en termes bibliques, mais on devine que la présence physique de sa mère l'exaspère. Et dans sa cuisine, quand ils habitent quelque temps ensemble, il appelle cette cuisine le royaume juif de sa mère, où elle lui mitonne des tas de petits plats solaires, orientaux, des tas de choses qu'il adore. Il a l'impression, et il l'écrira, qu'elle le dévore et qu'elle se nourrit de lui. En même temps, il se sent coupable de l'abandonner et il passe son temps à l'accabler de sa colère d'athée. Il est profondément athée, hein. Il a répudié absolument tout ce qui est rattaché à une quelconque croyance religieuse. Et la religiosité de sa mère, très simple, très terre-à-terre, l'exaspère littéralement, absolument en permanence. Et on s'aperçoit que même dans cette façon, dans ce rapport aux origines de sa mère, il y a cette tentation permanente, cette obsession du reniement, parce qu'il considère que lui s'est blanchi et qu'il a franchi le méridien. Il en aura honte de ce comportement. C'est en permanence qu'il va souffrir de cette espèce de pulsion de violence à l'égard de sa propre mère. Il en aura honte et ce qui lui fera écrire des textes absolument sublimes, des textes d'amour extraordinaires. Claude, s'il te plaît. Tes 2 gestes sempiternels, chaque fois que tu me voyais arriver au rendez-vous. D'abord, les yeux éclairés, de bonheur timide, tu me désignais inutilement de l'index avec un ravissement plein de dignité, pour me montrer que tu m'avais vu. En réalité, pour te donner une contenance. Je réprimais parfois une sorte de fou rire agacé et honte devant cet absurde geste, attendu et si connu, que tu avais de me désigner à personne. Et puis, chérie, tu te levais et venais à ma rencontre, rougissante, confuse, exposée, souriant de gêne d'être vue à distance et observée trop longuement. Maladroite, débutante, tu avançais avec un sourire ravi et honteux de petite fille pas dégourdie, tes yeux me scrutant, cependant pour savoir si je ne critiquais pas intérieurement. Pauvre maman, tu avais si peur de me déplaire, de n'être pas assez occidental à mon gré. Et alors, tu avais ton second geste de timidité, comme je le connais, comme il est vivant dans mes yeux qui voient trop tous les passés. Tu portais ta petite main à la commissure de ta lèvre, tandis que tu avançais vers moi, ton autre main en balancier, scandant ta marche pénible. C'était un geste de notre Orient,
le geste des vierges honteuses qui se cachent un peu le visage. Ou peut-être, ce geste c'était pour dissimuler ta petite cicatrice, vieille maman, éternelle fiancée. Que je suis ridicule d'expliquer cet humble trésor de tes deux gestes, ô ma vivante, ma royale morte. Je sais bien que ce que je dis de tes deux gestes n'intéresse personne et que tous, certes, se fichent de tous. Jamais plus sur un banc de square tu ne m'attendras. Tu m'as abandonné. Tu ne m'as pas attendu. Et tu as quitté le banc. Tu n'as plus eu le courage d'attendre le retour de ton fils. Cette fois, il t'a trop fait attendre. Il était trop en retard au rendez-vous et tu es parti. C'est la première méchanceté que tu m'aies faite. Je suis seul maintenant. Et c'est à mon tour d'attendre sur le banc automnal de la vie, sous le vent froid qui gémit dans le crépuscule et soulève les feuilles mortes en néfastes tourbillons, odeur d'anciennes chambres. À mon tour d'attendre ma mère qui ne vient pas, qui ne viendra plus au rendez-vous. Ne viendra plus. Ces gens qui passent devant moi sont inutiles et vivants, salement vivants. Je leur lance un regard malade et lorsque je vois une vieille vivante, je pense à ma mère qui était belle et je dis en moi-même, charmante mignonne, à l'affreuse vieille, piteuse vengeance. Je suis malheureux. Maman, et tu ne viens pas. Je t'appelle, maman, et tu ne réponds pas. Ceci est horrible, car elle m'a toujours répondu, et elle accourait si vite quand je l'appelais. Maintenant, fini, à jamais silencieuse. Silence entêté, surdité obstinée, terrible insensibilité des morts. Êtes-vous heureux, au moins bien-aimé, heureux d'être enfin débarrassé de ces méchants vivants? C'est un très beau texte du livre de ma mère et je vous conseille fortement d'y retourner. C'est émouvant. Ça explique un peu ce que sera par la suite l'attitude de cet homme qui mourra bien sûr à Genève, il n'y a pas si longtemps que cela. Il sera chevalier de la Légion d'honneur, il recevra le prix de l'Académie française, il sera célébré naturellement pour son roman extraordinaire Belle du Seigneur, bien évidemment, mais il fera une gigantesque dépression nerveuse avec une panne de production qui va durer très 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 longtemps, et la fin de sa vie, les 10 dernières années, il s'occupera uniquement de la promotion de son œuvre, comme fera d'ailleurs son ami Marcel Pagnol dans le même temps. Et quelque part, cette disparition va peser sur lui, comme bien évidemment la culpabilité qui l'accompagne. Donc je vous ai raconté de façon extrêmement succincte ce que j'ai vu dans Trois mères d'écrivains célèbres et pourquoi je pense qu'il est intéressant de contextualiser les auteurs, voir dans quel milieu, d'où ils viennent, quelles sont leurs mesures, qu'est-ce qu'ils cachent en général. Et ce qu'ils cachent est certainement aussi important que ce qu'ils montrent. Et pour conclure, je vais devant vous prendre le risque de la subjectivité et dire en quoi j'estime que cette relation à la mer est une racine radicale, probablement dans toute création littéraire. Pas seulement chez eux, chez Bataille également, par exemple, pour ceux d'entre vous qui le connaissent. Voilà. Moi, j'y vois, et j'ai pas besoin de Lacan pour cela, le jeu du refoulé, hein, l'image d'une maman récusée et présente en même temps. À mon sens, elle procède justement de ce dévoilement, de ce montrer caché dont parle Lacan, et qui est tout simplement le problème de la question des origines, la question de l'origine. On ne peut pas séparer un écrivain mineur ou célèbre de ce questionnement quand même sur l'origine. Au fond, comme Descartes, comme Montaigne, ces trois auteurs dont j'ai parlé, ils avancent masqués. Vous vous souvenez de ce que dit Descartes? J'avance masqué. On peut le dire également de ces trois auteurs. Récemment, je viens de faire une lecture assez exceptionnelle, c'est celle de la biographie de Burgelin, celle de Pérec, sa dernière boîte, qui est un livre absolument remarquable. Et j'y trouve la mention de ceci, qui est extrait de W, ou les souvenirs d'enfance,
Et je vous lis ce texte pour terminer. Je suis comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'il craint ou désire le plus, rester caché ou être découvert. Je voudrais en terminer avec le gigantesque Pérec, qui, pour des motifs que vous connaissez bien, lui-même n'a écrit que poussé, taraudé, travaillé par le problème de ses parents absents, de ses parents disparus. Donc vous voyez qu'on peut étendre un peu cette lecture un peu à un certain nombre d'écrivains majeurs qui est là. Mais si vous avez le temps, achetez le bouquin de Burgelin sur la bio de Pérec, c'est assez passionnant, surtout pour vous les étudiants qui allez apprendre ce que c'est que l'Oulipo dans vos études et toute cette école extraordinaire de renouvellement de la littérature française. Comprenez bien qu'elle était faite de gens, pour la plupart, l'Oulipo, qui avaient connu la Shoah, qui avaient connu les persécutions, qui avaient connu une période extrêmement difficile tout de suite après la guerre, et qui néanmoins se sont vraiment insérés comme des jalons dans la littérature française, exactement comme le sont Albert Cohen, Marcel Proust et bien évidemment Romain Gary. Voilà, je vous remercie de votre patience. Moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous ici parle un peu chez ces auteurs. Non? Gary, oui. Pardon? Toute ma jeunesse, j'ai lu Romain Gary, j'ai été fasciné. Ah oui. C'est un personnage étonnant. Hein. Je ne sais pas s'il était le fils de Mozukin, je suis persuadé que non, mais c'était un immense comédien, en fin de compte. Hein. Et très beau, comme ça. Ouais. Très beau, en plus, qui ne gâchait rien. Ouais. C'est bien. Mais c'est assez typique. Adorno cherchait à définir l'identité allemande. Il disait les Allemands sont des gens qui croient à leurs propres mensonges. Et moi, je crois qu'on peut parfaitement appliquer ça à ce cher Romain Gary, qui a raconté des fariboles et qui a été persuadé que c'était tout à fait la réalité. Au fond, moi, je le vois, moi, pédiatre, je le vois vraiment comme ces enfants qui ont un imaginaire extrêmement développé et qui, à l'âge adulte, ont gardé cet immense imaginaire. Observez beaucoup de grands écrivains extrêmement prolifiques, de grands cinéastes, de grands musiciens. Ce sont des gens qui ont gardé non pas leur âme d'enfant, mais cet imaginaire absolument boursouflé et qui, à tout prix, veulent y vivre plutôt que dans la réalité. Et je vois cet homme, non pas comme un mystificateur, mais comme quelqu'un qui n'a jamais achevé son temps d'enfance, quelque part. Salut Anne-Marie. Voilà, Alors pour Marcel Proust, le texte qu'on a lu, moi je vous renvoie à cet extraordinaire dictionnaire amoureux de Marcel Proust, du père Enthoven et du fils Enthoven. C'est remarquable. Tout n'est pas pertinent, tout est assez provocateur, mais c'est un régal de lecture. Et le texte qu'a lu Claude est vraiment très, très, très drôle. Alors, c'est vrai que le père de Marcel, il en prend plein la gueule. À mon sens, il le mérite quand même. Un Dreyfusard qui a un père anti-Dreyfusard, c'est quand même sympa. Hein. Ça témoigne mal de l'ambiance de l'époque quand même. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, bien évidemment, Marcel Proust a ceci de mature chez lui. C'est quelqu'un qui est assez particulier par rapport à l'enfance, bien évidemment. Il a ceci de mature chez lui que lui n'a pas de difficulté réelle avec ses origines. Simplement, quand on l'amène sur le terrain du judaïsme, il dit bien qu'il a été baptisé, qu'il est catholique, mais qu'il assume complètement cette filiation et que de toute façon, il refuse d'en débattre. Donc, à côté de ça, il a un lien extrêmement puissant, un lien affectif avec la famille paternelle, qu'il admire, qui le reçoit, qui le supporte, et il n'a pratiquement aucun lien avec sa famille paternelle. Donc, c'est une relation qui est dénuée, à mon sens, vraiment d'ambivalence.
S'il a un problème avec l'origine, c'est exactement ce qu'évoquait Claude, c'est vraiment celui de quelqu'un qui n'a jamais coupé le cordon et qui s'est voulu enfant très très longtemps. Et là encore, il y a une réalité, si on observe bien la chronologie de son œuvre, il faut que sa mère s'en aille pour qu'il commence enfin à s'assumer, à écrire, et à commence à devenir un grand, quoi, en fin de compte. Hein. Et bon, d'autres personnes prendront le relais, par exemple son frère, il y a une anecdote qui est très très drôle dans une lettre. Alors son frère, à Marcel Proust, peine un peu à passer son bac. Et il rate son bac une fois, parce qu'un professeur dont sa mère se moque dans une de ses lettres, qui s'appelle Léo Brunswick, qui est un littérateur très très connu, propose un sujet du bac sur lequel il va se casser la figure, il parle des deux révolutions d'Andromaque et du Cid. Et le travail, la copie du bac, c'était ça. Et de façon très malicieuse, Jeanne, qui écrit ceci à Marcel, lui dit, écoute, est-ce que tu connais ça, toi? Moi, je ne connais que celle de 1789 et celle de 1848. Et c'est assez extraordinaire. Et dans la même lettre, elle lui cite une anecdote extrêmement drôle qu'elle vient de lire dans le Figaro. Et là encore, pour faire rire Marcel, pour nourrir un peu sa conversation avec son fils, elle lui dit, écoute, je viens de lire, c'est un article très drôle, ça se passe dans un village de campagne, il y a une petite fille qui vient d'avoir le premier prix d'histoire, et une dame bien pensante l'interroge en disant, et où en êtes-vous, jeune fille, en histoire? Et la petite fille lui répond, j'en suis à... Non, merci, répondit Chilpéric. Voilà le type de choses que Jeanne mettait dans ses lettres à son fils. Voilà. Et quant à la personnalité de Louise Judith Ferraud, elle est très attendrissante, parce qu'enfin, rien chez elle, bien évidemment, ne l'a prédisposée à être la mère d'un génie. Il n'empêche que, dans la mesure où le père était quand même un être assez détestable, elle racontait beaucoup. C'est une femme qui racontait, c'était une orientale. Et toute son enfance, pendant des heures, elle lui racontait des récits complètement légendaires d'origine biblique, ou d'origine corfiote, ou d'origine orientale, ou d'origine espagnole. Elle l'a nourri d'histoire, ce garçon. Hein. Et certainement, une bonne partie de l'exubérance imaginative d'Albert Cohen vient de ces récits de l'enfance. Et en particulier, cette famille complètement déjantée qui va s'inventer quand on lit Mangeclou, quand on lit Les Valeureux, on est dans une espèce de bande dessinée complètement délirante, hein, avec des personnages non seulement hauts en couleur, mais d'un burlesque absolument achevé, assez, comme je le disais, assez rabelaisien, et c'est extrêmement drôle. Mais comme vous le remarquez, tous ces personnages, bien sûr, appartiennent à une forme de prolétariat juif, oriental, extrêmement ancien, mais ils vivent, on peut dire, comme les Nibelungen, ils vivent sous le seuil de visibilité. Même dans ses récits les plus drôles, Cohen il fait une séparation très nette entre ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le monde blanc, civilisé, le monde du baise-main, le monde des beaux costumes et de la diplomatie, le monde chrétien, quoi, si vous voulez. Et au-dessous, vous avez ces Nibelungen juifs qui sont là, qui sont sous la surface, qui se marquent comme des bossus, mais ils ne sont pas. C'est vraiment dans son imaginaire, il y a cette espèce de parcellisation mémorielle, cette identité parcellisée, à mon sens, contre laquelle il va lutter toute sa vie et qui, à mon avis, est à l'origine de cette énorme dépression nerveuse qu'il fera sur la fin. On ne peut pas lutter en permanence contre le refoulement permanent de l'origine. Ça, c'est certain. Oui. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui lui posait une question. Lucienne? Non, je voulais juste évoquer l'amour, parce que bon, l'amour maternel, bon, moi je l'ai vécu à
intensément par ma maman. Et je voulais, ça me faisait penser à La vie devant soi et le personnage de Madame Rosa. Oui, alors d'autant plus qu'il y a une remarque que personne n'a fait, que moi je me suis faite, schéma classique, hein, dans les 3 cas, le père est inexistant. Dans les 3 cas, tout à pour fait. des raisons très particulières. Chez Romain Gary, son père s'est barré alors qu'il avait 1 an ou 2 et qu'ils étaient dans la dèche en Sibérie. Je veux dire, c'est fort de café le père Katchev, hein, c'était quand même quelque chose. Hein. Lui s'est tiré, il s'est remarié. Voilà, donc c'est un peu surprenant, quoi. Pour Proust, bon, c'était un personnage qui était absent de l'éducation de son fils, très très lointain, parce qu'effectivement, c'était un homme qui est en accession sociale. En fin de compte, ce qui l'intéressait, c'est effectivement de devenir une carrière bourgeoise, de grand médecin, de grand professeur d'université, en se servant comme tremplin de l'argent de la famille de sa mère, comme faisaient beaucoup de gens à l'époque, hein, bien évidemment. On épousait une dot, essentiellement, et les moyens d'accession sociale, surtout pour une famille d'épiciers catholiques, primitifs et désargentés, c'est quand même J'attends l'expression. particulier. Et puis, père absent, donc Romain Gary, on en a parlé, Albert Cohen. Bon, le père est dans le texte de Le livre de ma mère, on décrit. Le père est un type particulièrement désagréable. Hein. Il raconte dans ce texte, il y a une page quand même assez passionnante où il raconte que sa mère, avec amour, prépare pour son mari et son fils de la moussaka. Et parce qu'elle n'est pas au goût du père, le père tire la nappe et casse les assiettes, renverse tout et lui demande instantanément à la mère de repréparer une nouvelle moussaka selon son goût. Bon, un type, une tête à claque, quoi, un type absolument odieux. Hein, Bon, est-ce qu'on peut se construire avec un père comme ça? Moi, je crois que chez Albert Cohen, il y a ce problème du refoulé. Il y a également le problème de lui aussi de l'accession à un monde dont il rêve et pour lequel il est parfaitement qualifié, bien évidemment. Et puis, l'absence d'un père à qui s'identifier, c'est tout à fait évident. Et puis, il y a cette immense solitude où il est à Marseille, bien évidemment. Bien que, comme je l'ai dit, son grand copain soit Pagnol. Ils s'aiment beaucoup. Et toute leur vie, ils vont se fréquenter, bien évidemment. Ça faisait un mélange bizarre. Pardon? C'était un mélange bizarre. Ouais. Alors, Pagnol, moi je ne connais pas du tout sa vie, hein. Je ne sais pas s'ils ont des parcours. Non, d'après ce qu'on voit dans ce très beau film qu'on a vu récemment, c'est plutôt une vie au milieu de gens instruits, au milieu de gens stimulants, avec des parents attentifs. Et intégré dans le pays, très. Et puis surtout dans le pays, puis ses paysages surtout, parce qu'en fin de compte, c'est vrai ce que tu dis, ça. Si on retire à Pagnol le cadre qu'il décrit et où il vit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je veux dire, je ne dis pas que le reste n'est qu'anecdote, mais je veux dire que lui, il est complètement inspiré, sans doute par son imaginaire d'enfant, mais également, bien évidemment, par la beauté sublime du pays où il habite, quoi, et qu'il va célébrer à chaque fois. Eugène. Il y a une question là, je crois. Madame. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que les Juifs sont condamnés à être dépressifs si on part du postulat? Mais pas du tout, madame. Pas du tout, madame. Pas du tout, madame. Madame Dumour, je trouve. Peut-être que vous l'avez. Non. Pas du tout. Bon, à la rigueur bipolaire, mais pas forcément dépressif. Non, il ne faut pas trop rire, parce que Paul Celan, que j'aime beaucoup, se suicide en 1970, il a 49 ans, et il se suicide, mais comme beaucoup de rescapés de la Shoah, hein, quand vous avez vécu les camps, quand vous êtes un rescapé, quand votre famille est partie en fumée, c'est quand même difficile. Bien sûr qu'il dit qu'il faut écrire de la poésie, et il va en écrire jusqu'en 1945 à 70, il va enseigner l'allemand à l'école normale supérieure, mais il finira quand même bien par se suicider, parce que quelque part, il est déjà mort une fois, vous comprenez ce que je veux dire? Il est mort une fois, les gens qui sortent des camps. Moi, j'ai vu ça quand j'étais enfant, dans ma génération d'enfants nés pendant la guerre, cachés
mais avec des parents qui avaient connu les persécutions. Et autour de moi, j'ai un certain nombre de mes amis qui ont préféré se suicider parce qu'ils ont porté cette charge comme leurs parents, quoi. Il y avait une... Bon, ça c'est un cas à part, mais ontologiquement, le judaïsme est une culture de vie, hein, bien évidemment. Il y avait un rabbin piétiste, un chassid célèbre de Pologne, que Lucienne connaît bien, qui s'appelait Nachman de Praslav, et qui disait « il est interdit de désespérer ». Voilà, c'est quand même un très très grand principe. Hein. C'est le même qui disait, quand quelqu'un lui demandait son chemin dans la rue, il disait « je ne vous le dirai pas, vous pourriez ne pas vous perdre ». Pardon. Cohen, moi, ce qui m'a surpris dans ses écrits, quand il voit écrire mort aux juifs un peu partout, à un moment donné, il le dit avec humour, mais on sent que c'est quand même très, très intégré. On a bien dû faire quelque chose un jour pour que les gens nous envoient à ce point-là. Oui. Il a une relation relativement pas très simple. Il a une relation intellectuelle au judaïsme. Il assume donc l'origine au plan de la logique. Il en souffre beaucoup. Il souffre beaucoup aussi de ses contacts avec les Juifs. Vous savez que pendant la guerre, Cohen, avant d'être travaillé dans un bureau spécialisé dans l'aide aux réfugiés pour les Nations Unies, il est talonné par le mouvement sioniste, auquel il collabore de 1941 à 1944, avant de claquer la porte brutalement, parce qu'il n'est absolument pas d'accord avec... il a une vision du sionisme comme quelque chose de rédempteur, et de rédempteur par la culture, et dans un cadre d'univers pacifique. Le monde de la propagande, le monde des militants de base, le monde des, comment dirais-je, des pionniers, l'exaspère en fin de compte. Il a des contacts abominables ensuite avec l'encadrement. Il travaille pour eux pendant 3 ans, mais il va finir par claquer la porte. Et quand on va lui proposer dans les années 50 la fonction d'ambassadeur d'Israël, il va refuser. Un peu comme, pour les mêmes motifs intellectuels, de la manière qu'Einstein refusera d'être le premier président de l'État d'Israël, en fin de compte, parce que pour eux, c'est quand même une rédemption limitée que celle-là. Rien n'est encore terminé. Donc ils ont une vision quand même beaucoup plus culturelle, idéale, dans une forme de messianisme laïque, si vous voulez, de l'avenir. Il est complètement athée, cet homme. Il s'est détaché totalement de ses origines, si vous voulez. Il est un peu sur le même courant de pensée, Eugène, que Martin Buber, puisque tu m'as demandé de parler de Martin Buber dans quelque temps à la QCV, cette ligne de pensée qui dit que la rédemption politique, elle est illusoire. Il faut se battre pour les valeurs, en fin de compte. Il faut que les Juifs sur leur terre soient un État éthique. Voilà un peu l'idée générale. C'est l'idée également d'Albert Cohen, et il est très gêné par ça. D'ailleurs, comme un autre personnage qui fait le même parcours, que vous connaissez bien, qui s'appelle René Cassin. René Cassin est un Juif de Provence, issu des Juifs du comtat venessin. Il va être très proche de De Gaulle. C'est lui qui va rédiger la plupart des documents qui vont fonder un certain nombre de lois humanitaires en 1945, et lui-même gardera cette distance en disant ce projet-là, il est quand même trop limité, quoi. Ils ont cette vision universelle des Lumières juives qui est inaugurée à la fin du XVIIIe siècle par Moïse Mendelssohn, très proche de Kant, comme vous le savez, et qui est quand même une révolution plutôt, une ouverture universaliste, une vision très très large, qui porte quand même des valeurs qui sont très loin d'une forme de chauvinisme et de nationalisme nouveau qui naît et que certains ne supportent pas, quoi, dont Albert Cohen. Eugène. Merci pour cette invitation à la lecture, parce que jusqu'à présent, j'ai eu quelques allergies à certains auteurs dont tu nous as parlé. Alors merci pour cette invitation. Je n'ai pas parlé de Romagan, parce que c'est plus facile d'accès que moi. En tout cas, tu nous as parlé donc des grands auteurs par rapport à leur mère.
par opposition, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des femmes écrivaines par rapport à leur père. Ouais. Et je pense en particulier à Assia Djebar, Oui. qui a fait, qui a eu à la fois dans le cadre de la guerre de libération nationale, selon la Fédération des Algériens, elle a été membre des premières, et à mon avis, à mon sens, ma connaissance, la seule Algérienne qui a réussi l'école normale supérieure, qui a démissionné sur injonction du FLN, ce qui n'a pas empêché après de faire une grande carrière. Et son dernier bouquin s'appelle Nulle part dans la maison de mon père, qui est un grand livre, un très grand livre, et pour lequel, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, bon, on peut peut-être faire des comparaisons entre la colonisation, le colonialisme et l'antisémitisme. En tout cas, j'allais dire, cette admiration qu'il a pour son père, qui était instituteur, ce qui était très rare à cette époque-là, et qui lui a permis de devenir amoureuse de la langue française, écrivaine de la langue française, mais j'allais dire, elle a aussi l'impression que son père l'a à la fois promu, mais en même temps l'a empêché, qu'elle a dû prendre ses distances de manière remarquable. Et ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'elle n'est pas reconnue dans son propre pays, en Algérie. À mon avis, c'est assez extraordinaire que, par exemple, il n'y ait pas une édition de la Pléiade. Quand j'ai posé cette question au cours d'un colloque, on m'a dit qu'il faudrait l'autorisation du gouvernement algérien. Et donc, jusqu'à présent, la seule reconnaissance l'Académie française, On pourra refaire une conférence de GEM sur 3 écrivaines et leur rapport à leur père, hein, pourquoi pas. Non, je plaisante, mais par exemple, prenons le cas particulier du premier roman. Tous les deux, on est investis dans ce festival du premier roman, on lit beaucoup de premiers romans. Tu sais bien que dans 80% des cas, les premiers romans, ce sont des autofictions, bien évidemment. Oui, Et une autofiction, c'est ou le roman du père ou le roman de la mère, bien évidemment. C'est toujours dans ce style de relation, avec en ce moment toute une floraison de premiers romans qui font allusion justement à des formes d'agression sexuelle ou d'inceste ou des choses comme ça. Mais c'est aussi valable comme thème d'un roman que d'autres choses. C'est pas seulement un outing. Je veux dire que cette littérature du rapport à ses parents, on s'aperçoit que le rapport aux parents, à la fratrie, à la famille, c'est quand même un moteur de l'écriture extrêmement important. En tout cas, c'est souvent le cadre d'une œuvre littéraire. C'est évident, à défaut d'autre chose. Et c'est complètement évident dans le premier roman, dans le festival. On voit ça dans les livres qu'on lit. Moi, je fais partie de la présélection, donc on lit quand même, facilement 150 à 200 romans avant d'en mettre 70 en lecture pour les comités. C'est une constante absolue, la notion de l'autofiction. Hein. C'est assez rare de voir des gens qui développent un sujet original avec une construction et une écriture originale. Et alors, il faut bien commencer. Hein, on parle de ce qu'on connaît parfaitement et on parle souvent de ce qui fait mal, hein, de ce qu'on porte en soi de douloureux. Et là encore, c'est banal de le dire, c'est souvent le problème de l'origine. Hein. Non, tu n'es pas d'accord? Si. On disait pareil. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que souvent, ces autobiographies sont appelées romans. Oui. Il y a à la fois la part, c'est-à-dire un substrat vécu, mais en même temps, il y a aussi une construction. Ce sont des thérapies, j'en ai lu des quantités. Oui, c'est ça. Là, un roman comme Premier roman. concevoir le premier roman comme une thérapie, oui, c'est un peu. Beaucoup d'entre eux. Ici, à le faire rembourser par la Sécu, Pas pourquoi tous, pas. mais beaucoup. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont des thérapies. En tout cas, pour toutes ces femmes qui écrivent en ce moment du showbiz qui ont été abusées par Poivre d'Arvor, c'est une thérapie. Ben voilà. Et il y a eu beaucoup de romans, ce qui veut dire qu'il a commis beaucoup de crimes, cet homme. Oui. D'autres questions? La